L'affaire de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis constitue l'un des événements géopolitiques les plus marquants du début du XXIe siècle dans l'hémisphère occidental. Au-delà du choc médiatique et de la brutalité apparente de l'opération, cet épisode s'inscrit dans une longue continuité historique où s'entremêlent intérêts stratégiques, rivalité de puissance et lutte pour le contrôle des ressources naturelles. Pour comprendre la portée réelle de cet événement, il est indispensable de dépasser l'instantané de l'action militaire et de replacer la situation vénézuélienne dans une trajectoire historique, économique et géopolitique beaucoup plus large. Depuis le XIXe siècle, l'Amérique latine occupe une place particulière dans la vision stratégique de Washington. La doctrine Monroe, proclamée en 1823, posait déjà les fondations d'un ordre régional dans lequel les États-Unis s'arrogeaient le rôle de garant, mais aussi d'arbitre, de l'hémisphère occidental. Cette doctrine, souvent présentée comme défensive à l'origine, a progressivement évolué vers un instrument de domination politique et économique. Le Venezuela, longtemps perçu comme un acteur secondaire, est devenu central dès lors que ses immenses réserves de pétrole ont été découvertes et exploitées à grande échelle au début du XXe siècle. À partir des années 1910, le pétrole vénézuélien attire massivement les compagnies américaines, qui structurent l'industrie énergétique du pays et l'intègrent profondément au système économique nord-américain. Pendant des décennies, Caracas demeure un partenaire stratégique fiable pour Washington, fournissant une énergie abondante et bon marché, tout en maintenant une orientation politique globalement alignée sur les intérêts occidentaux. Cette relation asymétrique, bien que profitable à certaines élites locales, contribue aussi à une dépendance structurelle de l'économie vénézuélienne vis-à-vis du pétrole et des marchés étrangers. La situation commence toutefois à se fragiliser à mesure que les inégalités sociales s'aggravent et que la corruption s'installe durablement dans les institutions. À la fin du XXe siècle, l'effondrement du modèle économique fondé sur la rente pétrolière et l'imposition de politiques d'austérité inspirées par le consensus de Washington provoque une rupture profonde entre la population et les élites dirigeantes. C'est dans ce contexte de défiance généralisée qu'émerge Hugo Chávez, figure charismatique qui incarne à la fois la contestation de l'ordre établi et le rejet de l'ingérence étrangère. L'arrivée de Chávez au pouvoir en 1998 marque un tournant décisif. Son projet de révolution bolivarienne vise à reprendre le contrôle des ressources nationales, à renforcer le rôle de l'État et à redéfinir la souveraineté du Venezuela sur la scène internationale. Si ces premières réformes sont accueillies avec prudence par la communauté internationale, ces décisions en matière pétrolière, notamment la nationalisation accrue du secteur et l'augmentation des redevances imposées aux compagnies étrangères, provoquent rapidement des tensions avec les États-Unis. Pour Washington, ces choix représentent non seulement une perte économique considérable, mais aussi un défi stratégique majeur dans une région historiquement perçue comme sa zone d'influence naturelle. La confrontation entre Chávez et les États-Unis atteint un point critique au début des années 2000, culminant avec la tentative de coup d'État de 2002. Bien que celle-ci échoue, elle révèle la profondeur des divisions internes du pays et la volonté américaine d'influencer directement l'orientation politique du Venezuela. Paradoxalement, cet épisode renforce la légitimité de Chávez, qui en ressort politiquement consolidé, porté par une hausse spectaculaire des prix du pétrole et par une base populaire élargie grâce à des programmes sociaux massifs. Cependant, ce modèle, largement dépendant des revenus pétroliers, contient en lui-même ses propres fragilités. Lorsque les prix de l'énergie s'effondrent à la suite de la crise financière mondiale, les failles structurelles de l'économie vénézuélienne deviennent évidentes. À la mort de Chávez en 2013, son successeur Nicolás Maduro hérite d'un État affaibli, fortement centralisé et profondément dépendant d'un marché pétrolier devenu instable. Dépourvu du charisme et du capital politique de son prédécesseur, Maduro se retrouve rapidement confronté à une crise économique, sociale et institutionnelle d'une ampleur inédite. C'est sur ce terrain fragilisé que s'inscrivent les politiques de sanctions américaines et l'isolement international croissant du Venezuela. Présentées comme un moyen de pression pour favoriser une transition démocratique, ces mesures contribuent également à asphyxier l'économie du pays et à radicaliser le régime. Progressivement, la question vénézuélienne cesse d'être un simple dossier régional pour devenir un enjeu global, impliquant la Chine, la Russie, l'Iran et Cuba, tous désireux de préserver ou d'étendre leur influence face aux États-Unis. C'est dans ce contexte de rivalités accrues et de recomposition des rapports de force internationaux que s'inscrit l'opération américaine ayant conduit à la capture de Nicolás Maduro. L'événement ne peut être compris uniquement comme une action ponctuelle contre un dirigeant accusé de crime, mais bien comme l'aboutissement d'une longue séquence historique où s'affrontent souveraineté nationale, intérêts énergétiques et affirmation de puissance. L'opération menée par les États-Unis contre le président Nicolás Maduro ne peut être dissociée du contexte international plus large dans lequel elle s'inscrit. Depuis la fin de la guerre froide, le monde évolue progressivement vers un système multipolaire où l'hégémonie américaine est de plus en plus contestée. La montée en puissance de la Chine, le retour stratégique de la Russie et l'affirmation régionale de puissances comme l'Iran ont profondément modifié les équilibres globaux. Dans ce nouvel environnement, le Venezuela occupe une position singulière, à la fois comme réservoir énergétique majeur et comme point d'ancrage symbolique de la contestation de l'ordre dominé par Washington. Pour les États-Unis,
La dégradation de la situation vénézuélienne représente à la fois une menace et une opportunité. Une menace, car l'effondrement économique et institutionnel du pays favorise l'instabilité régionale, les flux migratoires massifs et le développement d'activités criminelles transnationales. Une opportunité, car l'affaiblissement du régime ouvre la voie à une possible reconfiguration politique et stratégique de l'un des pays les plus riches en pétrole de la planète. C'est précisément cette ambiguïté qui structure l'approche américaine depuis plus d'une décennie, oscillant entre pression diplomatique, sanctions économiques et tentatives indirectes de changement de régime. Sous l'administration Trump, cette logique atteint un niveau inédit de frontalité. La politique étrangère américaine se caractérise alors par un rejet assumé du multilatéralisme et par une préférence marquée pour l'action unilatérale. Le Venezuela devient un cas emblématique de cette approche, présenté non seulement comme un État failli, mais aussi comme un foyer de menaces transnationales, notamment à travers les accusations de narcotrafic visant les plus hautes autorités du pays. En criminalisant personnellement Nicolás Maduro, Washington transforme un conflit politique et diplomatique en une affaire judiciaire, créant ainsi une justification juridique interne à une action extérieure d'une ampleur exceptionnelle. Cette requalification du conflit a des implications profondes. Elle brouille la frontière entre intervention militaire et opération de maintien de l'ordre, remettant en question les principes fondamentaux de la souveraineté étatique. En présentant l'arrestation de Maduro comme une extension de la lutte contre le crime organisé, les États-Unis contournent de facto les mécanismes traditionnels du droit international, notamment le recours à une autorisation explicite des Nations Unies. Cette stratégie, si elle peut apparaître efficace à court terme, soulève des interrogations majeures quant à la stabilité de l'ordre juridique mondial. Sur le plan régional, l'opération américaine provoque des réactions contrastées. Certains gouvernements d'Amérique latine, longtemps critiques à l'égard du régime de Maduro, expriment une compréhension prudente, voire un soutien implicite, au nom de la lutte contre la corruption et le crime transnational. D'autres, en revanche, dénoncent une violation flagrante de la souveraineté vénézuélienne et redoutent un dangereux précédent susceptible de fragiliser l'ensemble de la région. Cette division illustre les fractures persistantes au sein de l'Amérique latine, tiraillée entre alignement stratégique sur Washington et volonté d'autonomie politique. Au-delà du continent américain, la réaction des grandes puissances est tout aussi révélatrice. La Chine, principal partenaire économique du Venezuela depuis les années Chavez, voit dans cette intervention une remise en cause directe de ses investissements et de sa stratégie énergétique à long terme. La Russie et l'Iran, bien que disposant de moyens plus limités dans la région, perçoivent également l'événement comme un signal clair de la détermination américaine à repousser toute influence concurrente dans son voisinage immédiat. Le Venezuela, dans cette perspective, devient moins un objectif en soi qu'un message adressé à l'ensemble du système international. Sur le plan interne, la capture de Maduro ouvre une période d'incertitude extrême. Contrairement au scénario souvent évoqué dans les discours politiques, la disparition soudaine d'un dirigeant ne garantit ni la stabilité ni la transition démocratique. Les structures de pouvoir construites au fil des années, notamment au sein de l'armée et des institutions parallèles, demeurent en place. La question centrale n'est donc pas seulement celle du remplacement d'un homme, mais celle de la capacité de l'État vénézuélien à se recomposer sans sombrer dans le chaos ou la guerre civile. Dans ce contexte, le choix américain de privilégier une forme de continuité administrative, plutôt qu'un transfert immédiat du pouvoir à l'opposition, révèle une approche pragmatique, voire cynique, de la stabilisation politique. L'objectif prioritaire semble moins être la démocratisation rapide que la sécurisation des infrastructures stratégiques, en particulier pétrolières, et la prévention d'un effondrement total susceptible de déstabiliser l'ensemble de la région. Cette logique, bien qu'efficace à court terme, risque toutefois de renforcer le sentiment d'ingérence et de nourrir un ressentiment durable au sein de la population. Ainsi, loin de clore le dossier vénézuélien, l'arrestation de Nicolás Maduro ouvre une nouvelle phase, marquée par des incertitudes profondes et des enjeux multiples. Elle pose des questions essentielles sur l'avenir du Venezuela, mais aussi sur l'évolution des relations internationales dans un monde où la force semble reprendre une place centrale dans la résolution des conflits. L'évolution de la situation vénézuélienne après la disparition de Nicolás Maduro du centre du pouvoir met en lumière une réalité souvent sous-estimée dans les analyses occidentales. La résilience des régimes autoritaires ne repose pas uniquement sur un dirigeant, mais sur un écosystème politique, militaire et économique profondément enraciné. Au Venezuela, cet écosystème s'est construit sur plusieurs décennies, mêlant loyautés idéologiques, intérêts matériels et mécanismes de contrôle social. La fin de Maduro, loin de dissoudre instantanément cet ensemble, en révèle au contraire toute la complexité. L'armée joue un rôle central dans cette recomposition. Depuis l'ère Chavez, les forces armées ont été intégrées au cœur du pouvoir politique et économique, bénéficiant d'un accès privilégié aux ressources stratégiques du pays. Cette militarisation de l'État explique en grande partie pourquoi les scénarios de transition rapide, souvent évoqués par les chancelleries étrangères, se heurtent à la réalité du terrain. Sans un consensus minimal au sein de l'institution militaire, toute tentative de transformation politique risque de se traduire par une fragmentation du pouvoir, voire par des affrontements internes. Parallèlement,
La société vénézuélienne apparaît profondément marquée par des années de crise économique, de pénurie et de sanctions internationales. Si une partie de la population accueille la chute de Maduro comme une libération potentielle, une autre redoute les conséquences immédiates d'un bouleversement brutal. La peur du vide institutionnel, de la violence et d'une aggravation des conditions de vie alimente une forme de prudence, voire de résignation, qui limite l'émergence d'un mouvement populaire unifié capable de porter une transition politique claire. Sur le plan économique, les enjeux sont considérables. Le Venezuela détient les plus importantes réserves de pétrole prouvées au monde, mais son appareil productif est exsangue après des années de mauvaise gestion et d'isolement international. Pour les États-Unis et leurs alliés, la stabilisation du pays passe inévitablement par une remise en marche progressive du secteur énergétique. Cette perspective soulève toutefois une question sensible, celle de la redistribution des bénéfices et du contrôle des ressources. Une reprise perçue comme profitant avant tout à des intérêts étrangers risquerait de raviver un nationalisme anti-américain profondément ancré dans l'histoire du pays. À l'échelle régionale, la crise vénézuélienne continue de produire des effets en chaîne. Les pays voisins, déjà confrontés à des défis économiques et sociaux majeurs, peinent à absorber les flux migratoires persistants. La Colombie, le Brésil et le Pérou se retrouvent en première ligne, oscillant entre coopération avec Washington et gestion interne de tensions sociales accrues. La stabilité du Venezuela devient ainsi un enjeu collectif pour l'Amérique latine, dépassant largement le cadre d'un simple changement de régime. Dans ce contexte, les organisations internationales apparaissent relativement marginalisées. Les Nations Unies, comme l'Union européenne, peinent à jouer un rôle central, en raison à la fois de divisions internes et de la rapidité des événements. Cette marginalisation renforce l'idée d'un monde où les grandes puissances privilégient l'action directe et les rapports de force, au détriment des mécanismes multilatéraux conçus pour encadrer les crises. Le cas vénézuélien s'inscrit ainsi dans une tendance plus large de remise en question de la gouvernance mondiale, telle qu'elle s'est structurée après la Seconde Guerre mondiale. Pour la Chine et la Russie, la situation constitue un test stratégique. Leur capacité à protéger leurs intérêts sans entrer dans une confrontation directe avec les États-Unis révèle les limites de leur influence hors de leur zone traditionnelle. Pékin adopte une posture prudente, cherchant avant tout à sécuriser ses investissements et à préserver un accès futur aux ressources, tandis que Moscou utilise le dossier vénézuélien comme un levier rhétorique pour dénoncer ce qu'elle perçoit comme l'arbitraire de la politique américaine. Dans les deux cas, le Venezuela devient un symbole des tensions systémiques entre puissances plutôt qu'un enjeu strictement régional. Ainsi, la phase qui s'ouvre après Maduro ne peut être réduite à une simple transition politique. Elle constitue un moment de vérité pour l'ensemble des acteurs impliqués, révélant les contradictions entre discours démocratiques, intérêts économiques et logique de puissance. Le Venezuela, loin d'être un cas isolé, illustre les défis auxquels est confronté l'ordre international contemporain, pris entre aspiration à la stabilité et tentation de l'intervention unilatérale. À mesure que la crise vénézuélienne s'inscrit dans la durée, une question fondamentale s'impose. Que révèle réellement cet épisode sur l'évolution de la géopolitique mondiale? Au-delà du cas spécifique du Venezuela, l'intervention américaine et ses conséquences mettent en lumière une transformation profonde des modes d'action des grandes puissances. Là où la diplomatie classique et les cadres multilatéraux dominaient autrefois, on observe désormais une normalisation de stratégies hybrides mêlant droit pénal, sanctions économiques, pression médiatique et démonstration de force. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de compétition accrue entre puissances, où chaque crise régionale devient un terrain d'affirmation stratégique. Le Venezuela, par sa position géographique et ses ressources, se transforme en laboratoire de cette nouvelle ère. L'usage du registre judiciaire pour légitimer une action politique extérieure marque une rupture symbolique majeure. Il ne s'agit plus seulement de renverser un régime jugé hostile, mais de redéfinir les règles mêmes de la légitimité internationale, en imposant une lecture unilatérale du droit et de la justice. Pour les États-Unis, cette approche répond à une logique interne autant qu'externe. Sur le plan domestique, elle permet de présenter l'action extérieure comme une extension de la lutte contre le crime organisé et la corruption, des thèmes consensuels auprès de l'opinion publique. Sur le plan international, elle envoie un message clair au régime considéré comme adversaire. L'immunité liée à la fonction de chef d'État n'est plus une garantie absolue. Cette stratégie, cependant, comporte un risque majeur, celui d'éroder durablement la confiance dans le système international et d'encourager d'autres puissances à adopter des méthodes similaires. Du point de vue des pays du Sud global, l'affaire vénézuélienne est observée avec une attention mêlée d'inquiétude. Nombre d'entre eux y voient la confirmation d'un double standard persistant, où certaines nations peuvent intervenir sans mandat international explicite, tandis que d'autres sont sommées de respecter strictement les règles. Cette perception alimente un sentiment de défiance envers les institutions internationales et renforce l'attrait pour des alliances alternatives, perçues comme des contrepoids à l'influence occidentale. Sur le plan idéologique, la chute de Maduro marque également la fin d'un cycle politique en Amérique latine. Le chavisme, qui s'était imposé comme une alternative au libéralisme économique dans les années 2000, apparaît aujourd'hui affaibli,
miné par ses propres contradictions et par un environnement international moins favorable. Toutefois, son héritage ne disparaît pas pour autant. Les inégalités structurelles, la défiance envers les élites et le rejet de l'ingérence étrangère demeurent des facteurs puissants, susceptibles de nourrir de nouvelles formes de contestation politique. L'avenir du Venezuela dépendra largement de la capacité des acteurs internes à reconstruire un minimum de consensus national. Sans un projet inclusif, capable de dépasser les clivages idéologiques et de restaurer la confiance dans les institutions, toute transition restera fragile. La communauté internationale, quant à elle, se trouve face à un dilemme. Accompagner cette reconstruction de manière équilibrée ou privilégier une approche strictement utilitariste centrée sur la sécurité et l'accès aux ressources. Le choix qui sera fait aura des répercussions bien au-delà des frontières vénézuéliennes. En définitive, la crise vénézuélienne agit comme un révélateur. Elle expose les tensions entre souveraineté et intervention, entre droit international et rapport de force, entre aspiration démocratique et réalité géopolitique. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où les certitudes de l'après-guerre froide s'effritent, le Venezuela rappelle que chaque crise locale est aussi un miroir des déséquilibres globaux. Loin d'être un simple épisode régional, cet événement s'inscrit dans une dynamique historique plus large, annonciatrice des conflits et des recompositions à venir. La phase qui suit immédiatement la recomposition du pouvoir au Venezuela met en évidence un paradoxe central des transitions imposées de l'extérieur. Alors même que le discours officiel insiste sur la restauration de la légalité et de la stabilité, la réalité du terrain demeure marquée par une fragilité institutionnelle profonde. Les administrations fonctionnent de manière inégale, certaines régions échappent partiellement au contrôle central, et les réseaux informels, hérités des années de crise, continuent de structurer la vie économique et sociale. Cette situation illustre les limites d'une approche fondée principalement sur la contrainte, sans refondation politique endogène suffisamment solide. Dans ce contexte, la question de la légitimité devient centrale. Qui gouverne réellement le Venezuela, et au nom de qui? La reconnaissance internationale, si elle est essentielle pour accéder aux marchés financiers et à l'aide extérieure, ne suffit pas à elle seule à garantir l'adhésion populaire. Une partie significative de la population, épuisée par des années de privation, attend avant tout des améliorations concrètes de ses conditions de vie. Sans résultat tangible sur le plan social et économique, toute autorité risque d'apparaître comme une simple prolongation d'un rapport de force étranger, alimentant ainsi un cycle de contestation latent. L'économie constitue à cet égard le principal champ de bataille. La levée partielle ou conditionnelle des sanctions ouvre des perspectives nouvelles, mais elle s'accompagne d'exigences strictes en matière de réforme. Privatisation, restructuration du secteur pétrolier, ouverture accrue aux capitaux internationaux. Autant de mesures présentées comme nécessaires à la relance, mais qui suscitent également des craintes profondes. Pour de nombreux Vénézuéliens, ces réformes évoquent le souvenir de politiques passées associées à l'austérité et à l'aggravation des inégalités, renforçant la méfiance à l'égard des promesses de redressement rapide. Sur le plan géopolitique, la gestion de l'après-crise devient un test de crédibilité pour les États-Unis et leurs alliés. La capacité à accompagner la reconstruction sans apparaître comme des acteurs dominateurs conditionnera largement l'évolution des rapports avec l'Amérique latine. Une approche perçue comme équilibrée pourrait renforcer les alliances régionales et restaurer une partie de l'influence perdue ces dernières années. À l'inverse, une stratégie trop ouvertement orientée vers l'exploitation des ressources risquerait de raviver des réflexes anti-impérialistes et de pousser certains pays à se rapprocher davantage de la Chine ou de la Russie. Pour ces dernières, le Venezuela reste un point d'observation privilégié. Même affaibli, Moscou et Pékin cherchent à maintenir une présence symbolique et économique, conscientes que l'abandon total du terrain enverrait un signal de recul stratégique. Leur action se fait plus discrète, mais elle s'inscrit dans une temporalité longue, misant sur les incertitudes et les éventuelles erreurs de gestion occidentale pour retrouver, à terme, une influence significative. Ainsi, l'après-Maduro ne marque pas la fin d'un affrontement géopolitique, mais sa transformation. Le Venezuela devient un espace de concurrence feutré, où l'économie, l'aide humanitaire et la reconstruction institutionnelle remplacent partiellement les démonstrations de force directe. Cette nouvelle phase exige une compréhension fine des dynamiques locales, sans quoi les mêmes causes risquent de produire, à moyen terme, des effets similaires. Le destin du pays se joue désormais dans un équilibre délicat entre ouverture et souveraineté, entre urgence sociale et réformes structurelles, entre mémoire du passé et projection vers l'avenir. Plus qu'une simple transition politique, il s'agit d'une épreuve de vérité pour un modèle d'intervention internationale qui prétend concilier stabilité, l'égalité et respect des peuples, dans un monde où ces principes sont de plus en plus difficiles à faire coexister. À ce stade de la transition, la dimension sociale apparaît comme le facteur décisif capable de faire basculer l'avenir du Venezuela dans un sens ou dans l'autre. Après des années de crise prolongée, la société est profondément fragmentée, non seulement sur le plan politique, mais aussi en termes de vécu quotidien. Les inégalités se sont accrues, les solidarités traditionnelles se sont érodées, et une large partie de la population a développé des stratégies de survie en marge des structures officielles.
Toute tentative de reconstruction qui ignorerait cette réalité risquerait de rester abstraite et déconnectée des attentes réelles. La question humanitaire, longtemps instrumentalisée dans les discours internationaux, devient alors centrale de manière concrète. L'accès à l'alimentation, aux soins de santé et à l'éducation constitue un test immédiat pour la crédibilité des nouvelles autorités. Une amélioration, même progressive, pourrait créer un climat de confiance minimal et désamorcer certaines tensions. À l'inverse, une stagnation prolongée nourrirait le sentiment que le changement politique n'a été qu'un déplacement de pouvoir sans bénéfice tangible pour la population, renforçant la nostalgie ou la radicalisation. Dans ce contexte, le rôle des acteurs non étatiques gagne en importance. Organisations humanitaires, églises, associations locales et réseaux communautaires comblent partiellement les carences de l'État. Leur implication peut favoriser une stabilisation à court terme, mais elle pose aussi la question de la souveraineté et de la coordination. Une dépendance excessive à ces structures risque de retarder la reconstruction d'institutions publiques solides, pourtant indispensables à une normalisation durable. Sur le plan politique, l'opposition vénézuélienne se trouve face à ses propres contradictions. Longtemps unie par le rejet du pouvoir en place, elle peine à définir un projet commun pour l'après-crise. Les divergences idéologiques, les rivalités personnelles et les pressions extérieures compliquent l'émergence d'un leadership clair. Cette fragmentation affaiblit sa capacité à incarner une alternative crédible et laisse un espace à des forces intermédiaires, issues parfois de l'ancien système, pour se repositionner comme acteurs incontournables de la transition. À l'international, le dossier vénézuélien continue d'influencer les débats sur l'intervention et la responsabilité des grandes puissances. Certains y voient la preuve qu'une pression soutenue peut finir par produire des résultats. D'autres soulignent le coût humain et politique d'une stratégie fondée sur les sanctions et l'isolement. Cette controverse dépasse largement le cas du Venezuela et alimente une réflexion plus large sur l'efficacité réelle des outils de coercition dans un monde interconnecté. Le temps devient alors un facteur stratégique. Chaque mois qui passe sans amélioration significative accroît le risque d'une lassitude populaire et d'un retour de l'instabilité. À l'inverse, une reconstruction trop rapide, imposée sans concertation, pourrait provoquer des résistances et raviver des fractures latentes. Trouver le juste rythme, entre urgence et prudence, constitue l'un des défis majeurs de cette phase. Ainsi, la transition vénézuélienne s'apparente moins à une rupture nette qu'à un processus lent et incertain, fait d'avancées fragiles et de reculs possibles. Elle rappelle que la géopolitique ne se joue pas uniquement dans les décisions spectaculaires ou les annonces internationales, mais aussi dans la capacité à répondre aux besoins fondamentaux des sociétés concernées. C'est dans cet espace, souvent invisible, que se déterminera en grande partie l'issue réelle de la crise. À mesure que la transition s'étire, la mémoire collective devient un champ de bataille silencieux mais déterminant. Les récits concurrents sur les causes de la crise, sur les responsabilités internes et externes, et sur le sens même du changement politique s'affrontent dans l'espace public. Pour certains, les années Maduro symbolisent un échec systémique et une dérive autoritaire ayant conduit à l'effondrement du pays. Pour d'autres, elles restent associées à une résistance face à des pressions étrangères perçues comme injustes. Cette polarisation mémorielle complique la construction d'un récit national commun, pourtant indispensable à toute réconciliation durable. Les médias, nationaux comme internationaux, jouent un rôle central dans cette bataille des interprétations. La manière dont la transition est racontée influence directement la perception de sa légitimité. Une couverture axée principalement sur les enjeux géopolitiques et économiques risque d'éclipser les expériences vécues par la population, tandis qu'un discours excessivement émotionnel peut occulter les responsabilités structurelles. L'équilibre entre information, analyse et empathie devient ainsi un enjeu politique à part entière. Sur le plan institutionnel, la question de la justice transitionnelle se pose avec acuité. Comment traiter les crimes, les abus et les violations des droits humains commis au cours des années précédentes sans replonger le pays dans une spirale de vengeance? Les appels à des procès exemplaires se heurtent à la crainte d'une déstabilisation supplémentaire, notamment si des figures encore influentes sont mises en cause. À l'inverse, une amnistie trop large risquerait de miner la confiance dans l'état de droit et de nourrir un sentiment d'impunité durable. Dans ce contexte, l'expérience d'autres transitions à travers le monde est souvent invoquée, mais rarement transposable de manière mécanique. Chaque société porte ses propres blessures et ses propres équilibres. Au Venezuela, la profondeur de la crise économique et l'ampleur de l'exode compliquent encore davantage toute tentative de normalisation rapide. La reconstruction de la confiance passe non seulement par des mécanismes juridiques, mais aussi par des gestes symboliques capables de reconnaître la souffrance collective sans l'instrumentaliser. À l'échelle régionale, l'évolution du Venezuela continue de servir de référence, tantôt comme avertissement, tantôt comme espoir. Les gouvernements confrontés à des tensions sociales internes observent avec attention les choix effectués à Caracas, conscients que leur propre stabilité pourrait être jugée à l'aune de cet exemple. Le pays devient ainsi un miroir des fragilités démocratiques latino-américaines, révélant combien les crises politiques sont souvent le produit de déséquilibres sociaux non résolus. Sur le plan global,
La transition vénézuélienne alimente une réflexion plus large sur la nature du pouvoir au XXI siècle. Elle montre que la domination ne s'exerce plus uniquement par la force militaire, mais aussi par le contrôle des flux économiques, de l'information et des normes juridiques. Cette hybridation des instruments de puissance rend les conflits moins visibles, mais non moins profonds, et complique la tâche de ceux qui cherchent à en évaluer les conséquences à long terme. Ainsi, à l'approche de la phase suivante, le Venezuela se trouve à un carrefour décisif. La manière dont seront articulées mémoire, justice et reconstruction institutionnelle déterminera non seulement l'issue de la transition, mais aussi la capacité du pays à se projeter au-delà de la crise. Plus qu'un simple changement de régime, il s'agit désormais de refonder un pacte social fragilisé, dans un environnement international où les marges de manœuvre demeurent étroites et les pressions multiples. La dernière étape de cette analyse conduit à une réflexion plus large sur le sens historique de la crise vénézuélienne et sur les enseignements qu'elle offre au reste du monde. Au terme de ce long processus de déstabilisation, d'intervention et de transition incertaine, une évidence s'impose. Aucune solution durable ne peut émerger uniquement de l'extérieur, ni être imposée par la seule logique de puissance. Le Venezuela illustre avec force les limites d'une approche qui privilégie la contrainte stratégique au détriment de la reconstruction politique et sociale en profondeur. Dans un monde marqué par la multiplication des crises, le cas vénézuélien révèle également l'épuisement progressif de certains paradigmes hérités de l'après-guerre froide. L'idée selon laquelle la démocratie et la stabilité pourraient être exportées par la pression économique ou l'ingérence ciblée se heurte à des réalités complexes, faites d'identité, de mémoire et de structures locales. Cette dissonance entre intentions affichées et résultats concrets alimente une défiance croissante à l'égard des discours normatifs portés par les grandes puissances. Pour les sociétés concernées, la véritable question devient celle de la résilience. Comment se relever après des années de crise sans reproduire les mêmes schémas de dépendance et de polarisation? La réponse ne réside ni dans un retour pur et simple au passé, ni dans une rupture totale avec celui-ci, mais dans un travail patient de recomposition du lien social. Au Venezuela, ce défi est immense, car il implique de réconcilier des trajectoires individuelles profondément divergentes, marquées par l'exil, la pauvreté ou la loyauté à des projets politiques antagonistes. Sur le plan international, l'épisode vénézuélien agit comme un signal d'alerte. Il rappelle que l'usage extensif des sanctions,